Mathieu Lefebvre, bonjour, Bonjour. et merci d'être là. Vous êtes député du Val-de-Marne, vice-président du groupe EPR à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des finances et co-rapporteur de la commission d'enquête sur la dérive des comptes publics. On va y revenir dans un tout petit instant. Je voudrais vous faire réagir au sujet qui vient de passer, c'est la parité dans les petites communes de moins de 1000 habitants. C'est louable, évidemment, qu'il y ait des femmes et des hommes et qu'il y ait cette parité, mais est-ce que c'est applicable ? On est à moins d'un an, là, un an des municipales. C'est indispensable. Si on veut que la parité s'applique partout, il faut mettre des instruments qui sont un peu coercitifs et on l'assume. Et on ne va pas le faire pour dans 6 ans, pour dans 12 ans. Il faut le faire tout de suite pour assurer la parité aux prochaines élections municipales. Là, il y a beaucoup d'élus qui regrettent leur vote sur les questions de parité, notamment il y a quelques années. Moi, je n'ai pas envie de faire partie de cela. Mais c'est faisable, vous pensez? Parce qu'on a entendu le témoignage de certains maires qui avaient peur qu'effectivement, ce soit compliqué de faire des listes. Moi, je suis certain qu'on peut trouver moitié de femmes dans des conseils municipaux, dans les communes de moins de 1000 habitants. Il y a la moitié d'hommes et de femmes dans ce pays. Alors à l'Assemblée, la droite s'est opposée justement à cette parité. Il y a aussi la loi Paris-Lyon-Marseille qui vise à modifier le scrutin pour les municipales de 2026. Il y a aussi les ZFE, ces zones à faible émission. On a l'impression que ce socle commun, je ne sais pas s'il faut toujours l'appeler comme ça, il est vraiment au bord de l'implosion. Il y a des divergences, incontestablement. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons d'essentiel ensemble. Et ce qu'on fait d'essentiel ensemble, c'est d'assurer la stabilité du pays dans un moment de grande gravité internationale. On y reviendra peut-être. Je pense que ça, c'est essentiel pour les Français. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive tomber dans l'inaction ou qu'on doive tomber dans le piège qui consiste à revenir sur tout ce que nous avons fait par le passé. Je pense notamment aux ZFE. Il faut évidemment les aménager, mais y revenir à un moment où la pollution de l'air fait près de 50 000 morts par an, ce serait une faute, je crois. Il y a des textes qui sont un peu en suspens, notamment le texte sur la simplification, la loi audiovisuelle. Il n'y a pas un problème d'ordre du jour à l'Assemblée nationale? Il y a surtout un problème de parlementaires. Si le texte simplification a été aussi embouteillé, c'est parce que beaucoup de parlementaires, et notamment de gauche, voulaient tout conserver. Il n'y avait pas un comité, une commission, un conseil consultatif que la gauche ne voulait rétablir. Il faut avancer et il faut aussi que les parlementaires cessent d'avoir des amendements à tire-larigot qui sont tout à fait inutiles. Alors, on va parler des finances publiques. Il y a une conférence qui se tient mardi autour du Premier ministre, de plusieurs ministres, d'associations. La croissance a été abaissée à 0,7%. Il y a 5 milliards de dépenses supplémentaires qui vont être coupées. À quoi il faut s'attendre mardi? De mauvaises nouvelles? Moi, je pense que François Bayrou a raison de replanter le cadre s'il était encore nécessaire. Nous sommes dans une situation de grande vulnérabilité en matière de finances publiques. Et par ailleurs, nous sommes au taquet de ce que l'on peut faire en matière de prélèvements obligatoires. On impose beaucoup trop dans notre pays. Et donc, la seule façon de revenir à terme à l'équilibre et à tout le moins de rester dans la compétition internationale, c'est de baisser les dépenses publiques ou d'accroître la quantité de travail dans notre pays. Donc moi, j'attends de cette conférence une forme de prise de conscience collective que l'on ne peut pas continuer ainsi. Sauf qu'on avait déjà dit qu'on avait coupé dans les dépenses publiques. Ça a été repoussé à 2026. Ça va être le budget de tous les dangers, 2026. Il n'y a pas d'accord, finalement, pour baisser la dépense. Il n'y a pas de majorité pour faire ça. En tout cas, nous, au groupe Ensemble pour la République, autour de Gabriel Attal, on soutiendra les baisses de dépenses publiques qui seront proposées par le gouvernement de François Bayrou. C'est une nécessité absolue. On ne peut pas continuer à dépenser autant pour l'État, pour les collectivités, pour la sécurité sociale. J'entendais tout à l'heure vos commentateurs dire que ça ne posait pas de problème immédiat. Enfin, on emprunte 50 milliards d'euros pour payer nos créanciers. C'est autant d'argent qu'on ne met pas dans l'éducation nationale ou dans la transition écologique. On ne peut pas continuer comme ça. On a entendu Éric Lombard s'exprimer sur le budget 2026. On lui a demandé s'il y aurait des hausses d'impôts à cette occasion. Il est resté assez flou. Est-ce que vous combattrez cela au groupe EPR? Vous connaissez l'expression, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Moi, je pense que dans un pays qui est le champion du monde des prélèvements obligatoires, on ne peut pas, on ne doit pas augmenter les impôts des Français. Et les impôts, c'est toujours une facilité française. On se dit, ah bah oui, c'est difficile de réduire la dépense publique, donc on va augmenter les impôts. Donc oui, on combattra évidemment les hausses d'impôts, à commencer par celles qui ont été mises en œuvre dans le précédent budget. Je pense notamment à la taxe sur l'impôt sur les sociétés, qui ne doit pas être reconduite, parce que sinon ce serait une rupture vis-à-vis des entreprises de ce pays. Réduire les niches fiscales, ça c'est faisable ou pas? Par exemple, celle pour les emplois à domicile des foyers? Réduire les niches fiscales, c'est augmenter les impôts. C'est une autre façon de le dire. Et par ailleurs, moi, je pense que quand on est une classe moyenne, qu'on contribue beaucoup au système redistributif français, on a aussi le droit d'avoir des crédits d'impôt qui permettent de faire garder ses enfants ou, par exemple, d'avoir des cours à domicile. Il faut, je crois, cesser cette
cécité française qui consiste à tout voir sous le prisme de l'impôt. On dépense beaucoup trop et c'est la raison pour laquelle on impose beaucoup trop. Donc commençons par dépenser moins. Alors il y a d'autres pistes qui circulent. La suppression de l'abattement fiscal pour les retraités. Il y a aussi la désindexation des retraites qui revient. Il y a une nouvelle réforme de l'assurance chômage, une hausse de la TVA. Est-ce que ces pistes-là, elles peuvent avoir des bénéfices à vos yeux? Il me semble qu'on doit améliorer la quantité de travail dans notre pays. Il y a aujourd'hui des Français qui travaillent moins que les autres ou qui ne sont pas encore au travail. Je pense notamment aux jeunes et aux seniors. C'est ce que montrent toutes les analyses. Donc oui, il faut évidemment une nouvelle réforme de l'assurance chômage, comme celle qu'avait présentée Gabriel Attal il y a un an. Il est temps de la remettre en œuvre. On Même indemnise... si le chômage va plutôt à la hausse, qui n'était pas prévu dans le cadre de la réforme. Je ne peux pas expliquer qu'on indemnise plus longtemps et mieux dans notre pays que dans les autres pays européens. Je ne peux pas expliquer qu'il y a 350 000 offres d'emploi qui ne sont aujourd'hui pas pourvues parce que les règles d'indemnisation du chômage sont plus favorables. Ça n'est pas être un affreux libéral que de dire ça, c'est faire en sorte que la France travaille un petit peu plus pour financer son modèle de protection sociale. On sait qu'il y a des droits de douane importants qui sont en place, il y a plus 10% et plus 25% sur l'acier et l'aluminium, mais des droits de douane encore plus importants qui sont suspendus aujourd'hui par Donald Trump pour 90 jours. Le président a dit que c'était quand même fragile. Est-ce que dans ce cadre-là, la TVA sociale, ça peut être une idée à réenclencher? Oui, incontestablement. Je pense qu'il faut changer la façon dont on finance notre modèle de protection sociale. Et par exemple, en augmentant la TVA qui va peser, vous avez raison, sur les exportations. Mais on ne peut pas le faire en disant aux Français simplement nous allons augmenter l'impôt qui pèse sur la consommation. Il faut en contrepartie qu'il y ait une détaxation massive du travail, faire en sorte que notamment en bas de barème, on gagne plus quand on travaille plus. C'est une vieille idée, mais elle doit être travaillée pour y parvenir. Et je crois que dans les prochains mois, on aura l'occasion de formuler des propositions en ce sens. Donc la TVA sociale, vous êtes pour? Moi, je pense en effet qu'il ne faut pas exclure d'augmenter un impôt sur la consommation pour baisser la taxation du travail dans notre pays, oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a nécessité de faire un PLFR, un projet de loi de finances rectificatif ou pas? Non, je ne crois pas qu'il y ait urgence. Je pense en revanche qu'il y a urgence à travailler à des pistes de réforme, notamment de baisse de dépenses pour la prochaine loi de finances, des réformes des collectivités, des réformes de notre assurance maladie, des réformes de fonctionnement de l'État. Et ça, ces réformes, il faut les engager dès à présent. Il ne faut pas qu'on se retrouve au mois de septembre en ayant uniquement le rabot pour seul outil. Il y a la commission d'enquête sur la dérive des comptes publics qui a fini ses travaux et qui va remettre la semaine prochaine son rapport. Alors, vous arrivez à des conclusions différentes entre co-rapporteurs, vous et Éric Ciotti. Déjà, est-ce que vous avez pu travailler sereinement? Et ensuite, comment vous expliquez finalement ce décalage de 50 à 60 milliards qu'on a vu dans le dernier budget? Alors les conclusions ne sont pas si différentes avec Éric Ciotti, il en tire des leçons politiques. En revanche, nous arrivons au même constat, qui est que le gouvernement a dû faire face à une erreur de prévision de ses recettes massives, de l'ordre de plus de 50 milliards d'euros, et une dérivée de ses dépenses à la fois sociales et des collectivités locales. Cette dérive, on n'est pas les seuls à l'avoir connue, c'est arrivé aussi en Allemagne, c'est arrivé aussi au Royaume-Uni. Il faut maintenant essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les impôts ne sont pas rentrés comme prévu. Moi, j'ai la faiblesse de croire que c'est arrivé parce que les modèles de prévision qu'on a connus ont été largement perturbés par les chocs exogènes qu'a subi notre économie et puis aussi par la réponse de politiques publiques massives qu'on a apportées. Souvenez-vous, le quoi qu'il en coûte, ça a incontestablement bousculé la façon dont on était capable de prévoir nos recettes. Mais il n'y a pas là de dissimulation, il n'y a pas là de mauvaise intention de la part du gouvernement. Monsieur Ciotti... C'est exactement ce que dit Éric Ciotti. Il dit le gouvernement a dissimulé volontairement les informations qui aurait permis au Parlement et à la Cour des comptes de prendre conscience de la gravité de la situation. Oui, il cherche à faire un procès politique, évidemment, dans la bouche de M. Ciotti. À Elisabeth Borne, à Gabriel Attal. Tout est de la faute du gouvernement et du président de la République. Simplement, dans aucune des notes que nous avons reçues, dans aucune des auditions que nous avons menées, un seul propos, un moindre propos ne vient corroborer sa thèse. Sauf qu'il y avait cette note du 7 décembre 2023 qui a été fournie, mais il a fallu attendre presque 2 mois pour avoir les effets finalement de cette note avec une coupe dans les dépenses de 10 milliards. Et la note de décembre que vous évoquez, premièrement, n'est pas conclusive. Il est recommandé au ministre de ne pas communiquer. Elle intervient par ailleurs après que les textes financiers aient été présentés au Parlement. Et moi, je me souviens très bien de l'attitude d'Éric Ciotti alors, quand le gouvernement a fait un effort de 30 milliards d'euros pour réduire cet impact sur le déficit public. Quelle était cette réaction? Refus des coupes dans les dépenses.
Bruno Le Maire a engagé un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit. Il a été contesté par toutes les oppositions. Je me rappelle également du Rassemblement national quand on a voulu relever l'assise sur l'électricité. C'était des cris d'orfraie. Donc tous ceux qui viennent nous donner aujourd'hui des leçons de bonne gestion de finances publiques proposaient toujours de dépenser plus et d'économiser moins. Soyons un petit peu réalistes et lucides. Éric Ciotti dit que l'Élysée a été informé fin 2023, donc par cette note, et que Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale pour masquer l'ampleur du désastre budgétaire. On peut donner du crédit à mais ça. certainement que l'élection de Donald Trump est aussi liée à la situation des finances publiques françaises. Certainement que la hausse des droits de douane est une réponse. Non, voyons, tout cela n'est pas sérieux. Je pense qu'Éric Ciotti est dans un procès politique qui cherche à être le plus vocal possible sur un sujet manifestement qu'il ne maîtrise pas et surtout sur lequel il n'est pas très à l'aise. Je rappelle que M. Ciotti nous a fait voter une disposition qui coûtait 12 milliards d'euros pour réduire les frais d'essence des Français sans aucune condition de revenus. Donc revenons un petit peu à la raison et essayons de travailler aux véritables causes de la dégradation de ce déficit. Alors justement, quelle proposition vous pourriez formuler, vous, pour que ça ne se reproduise pas et que ces rentrées fiscales soient mieux évaluées? Moi, je propose que les recettes soient évaluées par le Haut Conseil aux finances publiques. C'est un organisme indépendant, géré par la Cour des comptes, qui pourrait disposer d'un meilleur système de prévisionnistes, d'économistes, pour pouvoir définir les recettes fiscales en période de crise et hors période de crise. Comme ça, on ne pourra plus accuser le gouvernement de mettre les mains dans le cambouis. Donc externaliser aussi la prévision de croissance? Non, pas la prévision de croissance, parce que je pense que la prévision de croissance, ça doit relever du volontarisme politique. Le gouvernement croit dans sa politique, il donne un chiffre de croissance qui est associé. Mais sur les recettes, si quelqu'un est capable de faire mieux que le gouvernement et les administrations centrales, qu'il le fasse. Le Premier ministre, dans l'affaire Betaram, sera entendu par la commission d'enquête le 14 mai. Il y a 2 témoignages qui affirment que lui était au courant des agressions sexuelles. C'est un ex-gendarme et l'ex-juge, M. Mirande. Est-ce qu'il a menti, le Premier ministre ? Moi, je ne participerai pas à cet exercice de calomnie à l'endroit de François Bayrou sur un sujet qui est un sujet extrêmement grave et qui touche, je crois, en profondeur la société française. Il s'exprimera le 14 mai, vous l'avez dit, devant la commission d'enquête. Il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Et je regrette objectivement l'instrumentalisation qui est faite d'un sujet aussi grave pour essayer de déstabiliser le Premier ministre. Parce que ne soyons pas dupes, ce que cherche la France insoumise, ça n'est pas à améliorer la situation des enfants dans ce pays, c'est à fragiliser le Premier ministre. Ça fait 2 mois que le Premier ministre est inquiété par cette affaire. Il sera auditionné dans 1 mois. Est-ce qu'il a intérêt à prendre les devants, à communiquer avant? Parce qu'on a l'impression d'un poison lent autour de cette affaire et qui fragilise, comme vous le dites, en partie le couple exécutif et François Bayrou. C'est le problème de la calomnie ou de l'accusation sans fondement. C'est en effet un poison lent. Et moi, je pense que François Bayrou a raison de réagir selon son calendrier, selon ses termes. Il n'a pas à se laisser dicter son agenda politique et juridique par des gens qui ne rêvent que de le déstabiliser. Sur la création d'un État palestinien, c'est le président de la République qui souhaite une reconnaissance au mois de juin. Est-ce que c'est une prime au terrorisme, comme le dit Benyamin Netanyahou? Je ne crois pas, et je pense que tous ceux qui disent ça n'ont en réalité pas bien écouté le président de la République. Il a été, me semble-t-il, extrêmement clair. Il a dit qu'il y aurait éventuellement reconnaissance d'un État palestinien, ce qui, au passage, est la position française traditionnelle depuis François Mitterrand en 1982, à la condition qu'il y ait des garanties de sécurité réciproque dans la région, à la condition que certains pays qui aujourd'hui ne reconnaissent pas l'État d'Israël le reconnaissent demain, à la condition qu'il y ait une architecture de sécurité globale qui se mette en place. C'est donc un levier, si la France reconnaît l'État palestinien, qui servira, je crois, la sécurité de l'État d'Israël. Donc attention aux raccourcis dans le débat public. Et est-ce que c'est le bon moment, parce que les Républicains jugent que cette initiative est prématurée alors que tous les otages n'ont pas été libérés? Vous pensez qu'il faut le faire là, dès le mois de juin? Je pense que si le président de la République parvient à ce que certains pays qui aujourd'hui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, demain lui apportent une reconnaissance et la garantie d'une sécurité, ce sera évidemment le bon moment. Vous savez, quand Donald Trump a fait les accords d'Abraham, qui d'ailleurs n'ont pas été remis en cause après les attaques terroristes de 2023, tout le monde disait c'est une hérésie. Je pense que c'était une bonne idée et qu'il faut poursuivre dans cette voie. Une réponse à cette proposition de Laurent Wauquiez qui propose, lui, d'envoyer les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après tout, on a vu qu'il y avait l'Albanie, il y avait le Rwanda qui accueillait un certain nombre d'OQTF de la part d'autres pays.
c'est une mauvaise idée? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France d'abord, ce que semble oublier Laurent Wauquiez. Moi, je pense que c'est un vrai problème auquel Laurent Wauquiez s'attaque, mais qu'il y apporte une solution qui n'est pas praticable. Ce qu'il propose est à tout le moins impossible et n'est pas dissuasif. Et je m'étonne que quelqu'un qui a été un ministre de la République devienne aussi éloigné de la culture de gouvernement. En revanche, là où il a raison, c'est qu'il faut évidemment que toutes les personnes sous OQTF, et singulièrement celles qui sont des délinquantes, puissent être renvoyées chez elles. C'est ce que fait Bruno Retailleau, me semble-t-il, dans la droite lignée de ce que faisait Gérald Darmanin, en ayant des politiques d'accords bilatéraux avec les pays de retour. Il est aujourd'hui au Maroc, il faut le faire évidemment, notamment avec l'Algérie. Sauf que ce bilan, pour l'instant, il reste très faible, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10%, moins de 10% des OQTF qui sont effectivement renvoyés dans leur pays. Comment on arrive à améliorer ça? On a l'impression que le bras de fer ne marche pas forcément, la diplomatie pas toujours, il faut jouer sur les deux tableaux. Quelle est la solution? D'abord, contrairement à ce qu'on dit, en réalité, on renvoie quand même beaucoup d'étrangers chez eux. Ensuite, vous avez raison, personne ne comprend que tous les clandestins et singulièrement les étrangers puissent rester de façon illégale dans notre pays. Il faut, pour cela, améliorer la rétention administrative, créer plus de centres de rétention administrative pour localiser ces délinquants étrangers. Et ensuite, moi, je suis pour une diplomatie migratoire européenne. Il faut qu'il y ait une diplomatie migratoire qui vienne voir l'Algérie en lui disant: c'est pas seulement la France qui veut que ses ressortissants soient repris, mais l'ensemble des pays européens. C'est le seul niveau, me semble-t-il, dans lequel on pourra parvenir à peser face à des États qui, parfois, nous prennent en otage. Mais je crois que nous devons aussi les culpabiliser, en rappelant que, par 14 fois, à 14 reprises, le terroriste de Mulhouse a été refusé par les autorités algériennes. C'est absolument inacceptable. Merci Mathieu Lefebvre d'avoir été avec nous ce matin, député du Val-de-Marne, vice-président du groupe EPR à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des finances et co-rapporteur donc de cette commission d'enquête sur la dérive des comptes publics, qui remettra son rapport la semaine prochaine. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Les Informés sur France Info.